Jean-Pierre Macchi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez une double carrière à votre actif, à la fois une carrière de réalisateur qui a commencé en 1959. Vous avez été l'assistant de Visconti. Vous avez tourné avec les plus grands cinéastes français, c'est-à-dire Jean Delannoy, il y a eu Marcel L'Herbier, Jean Cocteau, Henri Decoing. Vous avez très bien géré votre domaine et maintenant vous êtes un cinéaste à succès, vous avez fait rire les gens, vous avez tourné avec des gens comme Bourvil, Francis Blanche et autres. Et on va bientôt voir sur les écrans suisses romans Les Saisons du Plaisir, qui est votre dernier film. Alors c'est une pléiade d'acteurs. C'est mon avant-dernier film parce que je viens d'en finir un là, il y a quelques jours, Une nuit à l'Assemblée nationale avec Michel Blanc, Jean Poiret et Jacqueline Maillan. Vous êtes rapide dans votre manière de tournage ? Écoutez, je suis très paresseux, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un film en 20 jours, 25 jours, sans que ça paraisse extraordinaire. Sacha Guitry et les Américains, les grands Américains, Spencer Tracy par exemple, tournaient un film en 18 jours comme acteur et des metteurs en scène, évidemment, le mettait en scène en très peu de temps. Donc je crois que la télévision nous apprend que, par exemple, au théâtre ce soir, ça se tourne en 2 jours, avec des répétitions. Alors le cinéma, c'est un peu plus dur parce que, si vous voulez, il y a plus de décors, il y a plus de préparation. Mais enfin, on peut tourner un film en 20 jours, ça n'a rien d'exceptionnel. Vous êtes un personnage, vous êtes presque un provocateur lâché dans cette jungle un tout petit peu parisienne et internationale. Alors Jean-François Moulin a consulté la revue de presse et les articles qui vous sont consacrés, alors qui sont à la fois élogieux puis qui sont très chauds souvent. Alors d'abord, j'ai remarqué, vous l'avez peut-être vu dans le titre tout à l'heure, que les gens qui s'intéressent à vous aiment bien jouer avec votre nom. Ainsi, donc, on a vu Pépé le Moki, on voit aussi Moki le franc-tireur ou Moki moqueur. Alors, en lisant les journaux et en lisant les critiques qui vous concernent, on apprend un petit peu à vous cerner le personnage. D'abord, vous dites « Je suis seul dans mon genre, je suis un paria, je serai toujours et je serai toujours façonnier ». Alors, les gens aiment bien, enfin en tout cas ceux qui s'intéressent à vous, vous aiment bien. Et les critiques en général ont de bonnes intentions et de bonnes raisons d'aimer Moki. C'est ce qu'on peut lire en tout cas dans Libération. Avec des critiques un peu forme slogan. Moki a du métier, pourtant il ne cesse d'inventer. Ou bien Moki ne flatte pas ses acteurs, pourtant il les aime. Alors, il y a aussi peut-être quelque chose que déplorent certains critiques, en tout cas je l'ai lu dans la Tribune de Genève, on vous aime bien, je vous l'ai dit, mais aussi on regrette que vos films se soldent généralement par des échecs, du moins commerciaux. Mais tout de suite, on dit qu'importe, parce que c'est justement parce que vous êtes sans concession qu'on vous aime, Jean-Pierre Mocky. Alors on arrive là au plat de résistance, Mocky le cul, c'est un autre titre que j'ai relevé dans la presse et dans Rolling Stones. Alors, autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour, chantait Boris Vian. Vous faites dire dans les Saisons du Plaisir à Jean-Luc Bidault, la partouze, ça faisait partie de la vie quotidienne. C'est une des répliques du film. Tout de suite, vous enchaînez pour expliquer pourquoi. C'est que vous dites, on arrive à la cinquantaine. Quand on arrive à la cinquantaine, on devient un petit peu obsédé par cette chose-là. Pourquoi ? Bien peut-être parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps à pratiquer cette activité. Alors, du cul, on passe à la politique. Là, vous avez très vite fait le tour de la politique. Vous avez fait le tour de la droite. Vous avez fait le tour de la gauche. Vous avez été déçu par les deux, puis vous dites que pour l'instant, il n'y a pas un troisième parti qui puisse vous convenir. Puis vous dites aussi, ma rigueur, c'est justement d'appartenir à aucun parti politique. Alors la conclusion va de soi, vous dites, j'aime faire ce que les autres ne font pas. Jean-Pierre Mocky, alors une réaction, vous pouvez prendre dans l'ordre ou dans le désordre ? Écoutez, dans le désordre, pour les histoires de cul, puisqu'il s'agit actuellement de ça avec les Saisons du Plaisir, ce matin, avant de prendre le train, j'entendais une chaîne nationale française qui recevait un médecin, un sexologue. Et ce sexologue disait des choses encore plus graves que ce que je dis dans les Saisons du Plaisir. Il disait que l'habitude dans le couple était une chose tragique, c'était une maladie, et que la plupart des gens ne faisaient plus l'amour au bout d'un certain temps. Maintenant, c'était 2 ans et demi, les gens en avaient marre d'avoir des rapports sexuels. Avant, c'était 7 ans de réflexion de Marilyn Monroe, par exemple, c'était une date fatidique, 7 ans. Maintenant, ça a été 2 ans et demi, d'après ce sexologue. Or, ce sexologue, ce n'est pas Jean-Pierre Mocky, c'est un monsieur qui professe, tout le monde le connaît, c'est un monsieur bien pensant, tout ce qu'on peut. C'est pas du tout un provocateur, et il dit ce que moi, je dis dans mon film Les Saisons du Plaisir. En fait, je l'ai précédé de quelques mois, puisque j'ai fait ce film au mois d'août, et lui le dit aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, le 11 mars, il dit, voilà, c'est ça le 11 ou le 18 mars, il dit
voilà ce qu'il ne faut pas faire dans un couple, c'est-à-dire il faut faire vivre le fantasme. Alors d'ici à parler de partouze, bon c'est peut-être exagéré, mais il est bien sûr que les couples dits bien pensants ont considéré que l'amour physique était une chose qu'on ne pouvait pas toucher. Il fallait toucher avec des pincettes, avec les préceptes du Seigneur. Et le Seigneur nous a créés tels que nous sommes, et je ne pense pas que le Seigneur, qui nous regarde en ce moment, soit contre mon film et contre le fait qu'on se serve de des organes sexuels de la manière dont on a envie de se servir. Autrement, il ne les aurait pas créés. Je crois que c'est Voilà, alors en gros, voilà la réponse pour les histoires de cul. Je ne suis donc qu'un journaliste qui a peut-être précédé un petit peu l'actualité. Mon film est très dur, si vous voulez, parce qu'il dit des choses que tout le monde pense, et qu'on ne dit que dans certains films, on montre des scènes sexuelles. Vous avez remarqué que certains de mes confrères ne peuvent pas faire un film sans qu'il y ait une scène dite de cul. Mais cette scène est soit intello, soit passée comme ça, un peu distinguée, avec des fioritures, mais ça revient toujours à des histoires de cul. Donc moi, j'ai voulu le traiter directement. Alors ceux qui aiment le film, il y en a, puisque nous venons d'atteindre 1 million de spectateurs en France, ce qui est pas mal pour un film, disons... ce qui est même plutôt bien. Oui, qui est bien par rapport, n'est-ce pas, à ce que je représente, qui est quand même un personnage un peu à part, comme le disent les critiques. Mais quand vous avez parlé d'échecs commerciaux tout à l'heure, il faut considérer que dans une vie de réalisateur, il est bien évident que ce soit Jean Renoir, ou que ce soit Buñuel, ou que ce soit Fellini, ils ont tous eu des insuccès, mais des insuccès coûteux. Moi, j'ai eu des insuccès, mais pas coûteux, donc c'est moins grave. Mais j'ai eu également pas mal de succès. Voilà. Alors, je vous propose, vous avez fait une bande-annonce qui est très originale pour les saisons du plaisir. On va immédiatement la voir et après, vous nous raconterez l'histoire. Mais prends-la par les fesses, connard! Pornographe! Taré! Taré! Ah, tu veux parler du sexe? Au scandale! Ça tombe ta bite! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Dépravé! Taré! Taré, va! Taré! Hé, mon père, qu'est-ce qui se passe? C'est Moki qui fait encore un film! Moki? Oui! Non, c'est pas vrai. Si! Mais un film sur quoi? Sur le cul, mon fils! Oh, le saligo! Il a osé! Hé! Attendez-moi! 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 Faudra lui arracher les yeux! Et lui bouffer les couilles! Oh oui! Moi! Mais non, il y avait bien une scène de sodomie dans le Je sais film. pas, en tout cas, j'ai vu deux gants qui s'en mangeaient comme des becs! Deux lesbiennes, dis donc! Il paraît que deux frangines se dégustaient la cosse trésor! Oui, mais il assassine la société, le salaud! Mais ouvre-moi! Ouvre-moi, ils vont me tuer! Je vais pas me faire lyncher pour tes conneries, Jean-Pierre, écoute. Mais tu es le producteur du film! Le voilà là-bas! Alors Jean-Pierre Mocky, c'est une bande-annonce originale. Alors vous êtes entouré d'une pléiade d'acteurs. Vous avez choisi qui pour les rôles principaux? Eh bien, écoutez, il y a eu de Charles Vanel, qui est un monsieur qui a une carrière bien avant de me connaître. Il a 95 ans maintenant. Denise Gray, qui est également une dame presque centenaire. Et puis après, dans les plus jeunes, il y a Jacqueline Maillan, il y a Richard Boringer, Jean Poiret, Darry Cole, Bernard Ménez, Stéphane Audran, Bernadette Lafont, Fanny Cotenson, Jean-Luc Bidot, un de vos compatriotes. Et puis, voilà, et puis tous ces gens-là. Donc, on en oublie parce qu'il y en a tellement. Ils ont tous accepté de tourner dans mon film. Il y a Sylvie Joly, il y a beaucoup de monde. Ça paraît presque étonnant parce que vous les utilisez avec des dialogues qu'on n'a pas l'habitude de les entendre dire, voire proférer. Voilà, justement, je crois que la santé du film, c'est que Charles Vanel ait accepté de le faire. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Charles Vanel n'a jamais fait un film pornographique où il y ait une femme nue. C'est un homme qui a toujours, même quand il était jeune, fait des films comme un peu Pierre Freinet, des films bien pensants, justement, des films. Alors, s'il a accepté à 95 ans de participer à ce film, c'est pas parce qu'il a besoin d'argent. Il n'en a pas besoin, il est très bien. Et il n'avait pas besoin de faire ce film pour ce motif-là. Alors, il l'a fait parce qu'il a senti, justement, je pense, la santé du film. Je crois que c'est ça qui... Et tous ces gens sont très différents de religion, de partis politiques, de vie, de forme de vie. Il y a des gens qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui sont normaux, d'autres qui sont anormaux. Mais tous ont voulu participer, si vous voulez, à ce film. Et c'est ça qui est bien, je crois. Jean-François Moulin? Oui, là, ça tombe bien, puisque vous avez donné une interview dans le Lui du mois de mars. Alors justement, vous avez demandé une question essentielle. Est-ce qu'il y a une façon naturelle de faire l'amour? Alors évidemment, je cite votre réponse. Ben oui, dites-vous.
Le type normal, à un moment donné, il prend une fille, il la baise jusqu'à la fin de ses jours et c'est fini. Je peux continuer? Oui, Pas allez-y, de vous carré n'êtes pas blanc. censuré, pas de carré Bon, blanc. d'accord. Alors, tout le reste, c'est ce que j'appelle, moi, des corrections. Alors là, vous faites une très jolie métaphore. Vous dites, c'est un peu comme lorsque l'on porte des lunettes. Ce n'est pas parce que vous portez des lunettes que vous êtes un con. Vous avez juste besoin d'une compensation, d'une correction. Eh bien, c'est pareil dans la vie sexuelle. Ben oui, c'est-à-dire que, bon, c'est très simple. Je veux dire, on peut très bien vivre toujours avec la même femme. Il y avait une explication, si vous voulez, qui était donnée par ce psychologue, ce sexologue qui parlait ce matin, justement. C'est qu'on peut vivre toujours avec la même femme à condition de pouvoir satisfaire avec elle des fantasmes que l'on a, elle ou vous. N'est-ce pas? Si elle vous empêche, ou si vous l'empêchez d'avoir ces fantasmes, elle va ailleurs ou vous allez ailleurs. Par conséquent, ce que je veux dire, en parlant de lunettes, c'est qu'il y a des gens qui naissent avec des désirs, et ces désirs, ils doivent les exprimer. Donc, je pense qu'on peut vivre effectivement toute une vie avec la même femme, à condition que cette femme soit compréhensive ou que l'homme soit compréhensif. Je ne veux pas dire, je ne suis pas macho, donc je veux dire, c'est valable dans les deux sens. Vous avez dit tout à l'heure, je suis un tout petit peu un journaliste en avance. Et alors, sur le sida, est-ce que je crois qu'on n'en parle pas dans le film, Jean-François? Non, vous n'évoquez absolument Mais pas écoutez, on évoque Ah bon, le sida. alors c'est lui qui répond. Parce que vous en parlez dans l'interview dans le Lui Magazine. Oui, vous dites simplement que c'est parce que c'est un phénomène passager, que c'est la maladie de la décennie, que peut-être dans 10 ans on n'en parlera plus, qu'il y aura un vaccin Oui, contre je le crois virus. que le sida, si vous voulez, c'est aussi lié à la façon de vivre des couples, etc. C'est-à-dire que c'est une maladie. C'est vrai que c'est une maladie dramatique qui touche déjà trop de monde. Mais si on se réfère aux années, disons, de la guerre du Tonkin, si vous voulez, ou de la Première Guerre, bon, donc, on voyait arriver la syphilis, on voyait arriver des maladies vénériennes qui étaient très graves et dont on a trouvé le remède par la suite. Mais il y avait des gens qui mouraient de la syphilis. Donc aujourd'hui, le sida, si vous voulez, a remplacé la syphilis parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas son remède. Mais il est bien sûr que d'ici un nombre d'années qui est difficile, je ne suis pas chercheur, mais je pense qu'on trouvera comme partout le remède. Donc on ne peut pas tout mettre sur le... Maintenant les gens sont plus fidèles parce qu'ils ont peur de contacter des maladies, etc. Et paraît-il que ça a eu une influence sur la vie des couples. C'est-à-dire qu'il y a plus de couples, disons, normaux, mais ils durent moins longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme ou un homme se met plus facilement avec une seule personne. Elle vit 2 ou 3 ans et à la première... je parle des jeunes, là, n'est-ce pas? À la première incartade ou à la première mauvaise humeur, on se quitte, on prend sa valise et on fout le camp. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tristesse, de déchirement à une rupture. Mais alors, c'est peut-être ça la conséquence, si vous voulez, pour les jeunes du sida. Je veux dire, c'est que dans cet espoir, dans cette espèce d'esprit de vouloir éviter le pire en allant avec n'importe qui sans le connaître, on essaye plutôt de trouver dans ces relations proches des gens qui seraient plus sains à l'apparence. Et moi, voilà, un peu, il y a ce mouvement. Mais alors moi, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que mon film se déroule justement dans un microscope où les gens se connaissent. Par conséquent, a priori, je dis bien a priori, il y a une certaine sécurité parmi mes gens, mes acteurs. Là, il y a une certaine sécurité. On va voir un tout petit peu des extraits du tournage pour se rendre compte un tout petit peu qu'il y a plein d'intrigues et il y a plein de... Mais entre gens qui se connaissent. Qui se connaissent. C'est-à-dire, c'est respectable. Ce qui veut rien dire. Hein. Moteur. On y va. Partez. Ne reste pas là, toi. Alors Jean-Pierre Mocky, vous avez manifestement la cote pour réunir autour de vous ces acteurs qui ont tous des noms prestigieux et des carrières invraisemblables. Et on a un tout petit peu le sentiment que, à vous voir dans ces images, c'est que vous dites tout le temps moteur, moteur, vous travaillez très vite. Pour aller très vite, quoi, je crois. Alors là, on ne peut pas faire autre chose que de dire moteur, moteur, parce que c'est ce qui enclenche la pellicule et qui permet donc de terminer le film le plus vite. Donc c'est un mouvement, quoi. C'est normal de dire moteur. Je veux dire, on ne peut pas dire autre chose. Un chef d'orchestre dira musique ou je sais pas quoi. Donc mais on dit que vous donnez du moteur à un rythme infernal. Mais oui, parce qu'il faut pousser les gens. Vous savez, c'est très grave parce qu'un chef de production qui est le metteur en scène, s'il ne pousse pas les gens, chacun dans leur truc, veulent perfectionner. L'ingénieur du son dira le micro n'est pas assez bien placé,
le décorateur dirait il manque une fleur ou un petit truc. Alors si chacun s'occupe d'un détail, ça prend un temps infini. Comme il y a beaucoup de gens dans le film, il y a une équipe de 40 personnes, s'ils perdent chacun 1 minute, ça fait 40 minutes de perdu, donc il faut les pousser et dire allez, allons-y tel que c'est, vous aviez qu'à le faire avant. Vous bousculez les gens. Et on a, visiblement, vous avez des acteurs qui sont vos chouchous, Jean Poiret. Oui, Poiret, ça fait 9 films que je fais avec lui. J'en ai fait 9 avec Serrault aussi, avec Blanche, avec Francis Blanche. J'aime bien les mêmes acteurs quand c'est possible. Je me suis fâché avec certains, mais enfin, en général, je garde toujours les mêmes acteurs. Et que ce soit des rôles principaux ou des rôles secondaires. C'est un film très drôle, Le drôle de paroissien. C'est en plus le premier film que vous avez fait avec Bourvil. Ça va naître sur 3 autres films. Il y aura La Grande Frousse en 64, La Grande Lessive en 68 et Les Talons en 1970. Et Jean Poiret, donc. Bourvil, fascinant. Bourvil, vous savez, c'était mon frère. Je veux dire, c'est extraordinaire l'amitié qu'on a eue, parce que moi j'étais plutôt un intellectuel et lui plutôt un manuel. C'est-à-dire c'était un garçon qui était paysan d'origine, il labourait les champs, puis il est venu à Paris, il est devenu artiste, et on pouvait croire que c'était un être inalphabète ou je ne sais pas quoi. Or il était non seulement très intelligent de nature, mais en plus très instruit. Et peu de gens l'ont su ça, parce qu'un jour j'ai dîné avec Sartre et lui, et il voulait se faire écrire une pièce par Jean-Paul Sartre. Vous voyez un peu comment on ne l'imagine pas comme ça, Bourvil. Et c'est dommage qu'il n'ait pas vécu plus longtemps, parce qu'il aurait certainement été un acteur dans le style de Jouvet, de gens beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus intellectuels qu'il n'en avait l'air. Et c'est pour ça que ce film, dans lequel il jouait un noble, alors que personne ne lui avait donné ce rôle, habillé avec un manteau gris, un chapeau Iden, parlant un petit peu pointu, enfin parlant un peu distingué, comme ça, c'était le début, la naissance d'un nouveau Bourvil. Et malheureusement, moi j'avais fait 4 films avec lui, on s'est toujours très bien entendu, mais la mort l'a arraché, si vous voulez, à cette caille. Il est mort très jeune. Et c'est pour moi une perte énorme. Moi, c'est pour moi vraiment une carrière que j'ai abandonnée à cause de lui, si vous voulez, parce qu'il y avait des tas de films qu'on voulait faire ensemble et puis que je ne ferai jamais. Alors, en 1984, Jean-Pierre Mocky, vous êtes plus qu'un journaliste, vous allez vous transformer quasiment en voyant, puisque vous allez réaliser un film qui s'appelle À mort l'arbitre, qui est tiré d'un livre qui datait de 1972. Et alors, À mort l'arbitre, c'est une tragique histoire qui va vivre en fait son déroulement final quelques années plus tard avec ce qu'on a appelé le drame du Heysel. Jean-Pierre Mocky, il y a une chose qui fait plaisir à voir, c'est quand vous regardez vos propres films, il y a quelques gags qui vous font rire encore. C'est-à-dire que vous savez, je suis resté pendant 1 an à préparer ce film en allant à tous les matchs, au Nocturne, puisqu'on avait décidé de faire le film de nuit. Et c'est quelque chose, hein. Je veux dire, pour voir cette histoire du Heysel, c'est tragique, parce qu'il y a eu 38 morts et on a continué à jouer malgré les 38 morts. Mais il faut penser que l'histoire du football est beaucoup plus dramatique encore que ça. Il y a eu des drames du Heysel, il y en a eu depuis 1930 une pléthore. Il y en a eu. Là, vous vous êtes inspiré en fait Et en fait, personne ne me croyait lorsque j'ai fait ce film qui est sorti avant le drame. On a dit, mais Mocky est fou, il n'y a pas d'arbitres qui se font lyncher, etc. Or, le bouquin dont j'ai tiré le film était lui-même écrit par un professeur d'Oxford, Alfred Draper, qui avait assisté avec sa femme à un match de football à Glasgow, où carrément on avait crevé les yeux d'un arbitre et on avait violé sa femme. Il y avait 20 ou 50 supporters, hooligans, qui avaient violé sa femme, alors qui était devenue folle après, etc. Donc, si vous voulez, ces drames qui ont été réveillés pour nous, Européens, enfin, disons continentaux, par le drame du Heysel, existaient déjà depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, on vient de m'envoyer des coupures de presse. La semaine dernière, il y a eu un arbitre qui a failli être tué dans le Midi. Il n'y a pas très longtemps, je viens de recevoir les coupures de presse. Donc, ce n'est pas une chose. J'ai été un prophète. Des gens disaient que j'étais prophète, mais ça a été un drame qui le Heysel nous a concernés plus que parce que ça s'est passé en Belgique. Mais ça se passe tous les jours. Cette histoire de sport, de défouloir, si vous voulez, c'est comme le sex shop ou le pipe show. Ce sont des choses qui ne cesseront jamais, malheureusement. Peuvent être plus ou moins graves. Mais donc, mon film est un film qui peut passer comme ça, juste après ma mort, pendant 200 ou 300 ans, parce que ça sera toujours le même film. Ces supporters c'est leur façon, si vous voulez, de s'exprimer le samedi soir. Et ça rejoint les saisons du plaisir. C'est parce que, justement, ils ne se libèrent pas sexuellement qu'ils sont obligés de se libérer
de cette manière-là. Alors Jean-Pierre Mocky, on l'a dit tout à l'heure, le score de cette sinistre journée, eh bien, c'était 38 morts. Plus les blessés. Plus les blessés. Qu'est-ce que vous pensez que des joueurs qui ont continué à jouer? Bah, si vous voulez, c'est inhumain. Moi, je ne comprends pas comment ils ont continué à jouer. J'ai d'ailleurs eu le coup de téléphone après mon film d'un ancien joueur qui s'appelait Coppa, que tout le monde connaît de nom. Il m'a dit, si ça avait été de mon temps, ça, moi, j'aurais arrêté tout de suite de jouer. J'aurais même arrêté dès que j'aurais vu que les gens commençaient à se battre dans les tribunes, bien avant que le drame n'arrive. Aujourd'hui, les joueurs sont tellement standardisés, avec des publicités, des trucs comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas sportif tout ça, je veux dire. Bon, enfin voilà, c'est un drame horrible, ces images sont horribles. Jean-François Moulin était sur place. Je crois que Jean-François, les gens qui étaient dans le stade n'étaient pas informés. Bon, évidemment, c'est ces téléspectateurs qui semblaient privilégiés, entre guillemets, du spectacle, parce que quand on était dans les tribunes, on voyait effectivement des blessés, mais on croyait qu'ils étaient blessés. On n'avait pas du tout la même sensation que comme téléspectateur. Cela dit, il me revient en mémoire cette phrase assez cruelle de Coluche, qui avait dit, en apprenant ce drame, ça fait 38 morts, ça fait 38 cons de moins. Coluche, c'était un monsieur qui avait le sens des choses, mais si vous voulez, le problème, c'est que ces sportifs continueront. On ne peut pas les arrêter. Et vous qui êtes un homme d'image, vous pensez quoi du fait que les autorités britanniques aient manipulé certaines images pour inculper les gens? Ben, vous savez, dans un drame comme ça, on rejette les responsabilités les uns sur les autres. On a parlé des hooligans, mais il n'y avait pas que les hooligans, il y en avait d'autres. Je veux dire, les hooligans, c'est un mot, comme dans le temps, on disait c'est toujours les Maghrébins qui font ça, ou on donne facilement on culpabilise certaines personnes au détriment d'autres. C'est difficile de savoir qui était vraiment responsable là-dedans. On ne le saura jamais, comme il y a des tas d'affaires qu'on n'a jamais dénouées. Jacques Brel, c'est un personnage qui vous a fasciné? Oui, parce que je l'ai connu. Il devait faire des musiques de films. J'ai eu Léo Ferré comme musicien, j'ai eu Maurice Jarre, Moustaki, et le hasard a voulu que, au moment où je devais avoir Jacques Brel, il est mort. Il faisait des musiques de films de temps en temps. Il a commencé comme ça. Et puis, j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec lui. Je le regrette, ni comme acteur, ni comme musicien. Alors, il y a une de vos préoccupations favorites, c'est l'éducation. Alors, quand on s'est vu la première fois à Paris, vous nous avez raconté une chose étonnante, c'est qu'en fait, vous avez une enfant et vous essayez chaque fois que vous la voyez de corriger en fait ce que sa mère lui dit, c'est-à-dire qu'en fait, vous lui enseignez exactement le contraire de ce que sa maman lui apprend. Oui, c'est-à-dire que sa maman, n'est-ce pas, l'éduque selon les principes, justement, sexuels, des bien-pensants, et toutes ces choses dont on vient de parler. Les sportifs sont gentils, tout ça, tout ce qu'on dit à des enfants aujourd'hui. Alors moi, je voudrais les informer, les enfants, parce que les enfants, une fois qu'ils ont passé 12 ans, ils sont finis. Je veux dire, ils savent l'éducation à jouer. C'est-à-dire l'éducation qu'on leur a donnée, c'est très difficile de leur enlever à partir de 12 ans, de 11 ans. Donc j'essaye chaque fois de lui inculquer des principes qui ont servi d'honnêteté, si vous voulez, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et puis surtout qu'il n'ait pas ces principes stupides qui empoisonnent les existences après. Quels sont les grands principes alors que vous prenez? Ben moi je crois qu'il faut être en paix avec soi-même. Je crois que les principes généraux qu'on enseigne à l'école ou dans les religions diverses sont quelquefois erronés. Il faut être en paix avec soi, je crois. Alors ça fait... Donc c'est ce que j'essaye, faire ce qu'on a envie de faire, ne pas faire de mal aux autres. Mais en dehors de ces grands principes, si vous voulez, de morale générale, je crois qu'il ne faut pas se préoccuper de ce que pensera le boucher, le notaire, le docteur, l'éducateur. Tout ça, je trouve que ces gens-là sont tout aussi faibles que nous et ils n'ont pas à donner de conseils à d'autres, etc. Vous êtes assez anti-bourgeois, quoi. Pas forcément bourgeois, parce que chez les ouvriers, chez les artistes, il y a aussi des gens qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Je veux dire, ce n'est pas simplement ce qu'on a appelé la bourgeoisie de Balzac ou de Flaubert. Je ne suis pas anti-bourgeois. Le bourgeois n'est pas un épouvantail. Ce n'est pas quelqu'un que je déteste. C'est une morale qui était bourgeoise d'origine, mais souvent, il y a des ouvriers qui sont aussi bourgeois que les bourgeois. Il y a des artistes qui sont encore plus bourgeois que les bourgeois. Donc, ça veut rien dire.
Je suis pour une liberté dans la conscience, en fait. Vous êtes toujours, et depuis tout temps, impitoyable et vous êtes toujours attaqué à des sujets, comme on l'a dit, là, sur la morale et autres. Là, c'était les asiles psychiatriques que j'ai visités avec Hervé Bazin, qui était l'auteur du bouquin. Et si vous voulez, c'était horrible, ça aussi. C'est la façon dont étaient traités les aliénés. Et je pense que ça n'a pas tellement changé. Qu'est-ce qui a changé, à votre avis, alors? Je crois qu'on a essayé de libérer des aliénés parce qu'il y avait deux théories à cette époque. Il y avait la théorie de les laisser enfermer jusqu'à la fin de leur jour, ou alors de leur donner une chance de se réadapter dans la vie courante. Et puis alors, finalement, on n'a jamais résolu le problème. On a libéré certaines personnes qui ont fait des actes criminels par la suite. Alors on s'est servi de ça pour dire qu'il ne fallait pas libérer les autres. Et je crois que le problème est resté entier même aujourd'hui. Alors vous êtes très ouvert dans vos conversations, vous vous attaquez à tout très franchement et très directement. Et puis alors il y a une chose sur laquelle vous n'êtes pas tout à fait d'accord, c'est la manière de montrer les relations sexuelles. Et il y a carrément des choses qu'il ne faut pas faire, ce sont des interdits. Alors il y a une scène qui vous choque profondément, on va se la remettre en mémoire, c'est la première scène du film de Jean-Jacques Benet, 37-2, le matin. On baisait toutes les nuits. Ils avaient annoncé les orages pour le soir. Alors Jean-Pierre Mocky, vous avez un discours très libéré, et pourtant la scène au début de cet extrait vous agace profondément. C'est-à-dire, ça ne m'agace pas de voir cette scène-là en général. Si dans un autre film, ça ne me gênerait pas. Par exemple, il y a des tas de films où ce genre de scène ne me gênerait pas. Là, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un petit peu, si vous voulez, un film publicitaire pour engager les gens à venir voir ce film qui a d'autres qualités que celle-là. Et la façon de représenter cet amour entre cet homme et ce jeune homme et cette jeune femme me paraît pas à la hauteur du film. C'est pas tellement que, si vous voulez, ça me gêne physiquement de voir deux personnes faire l'amour, puisque moi je le fais aussi, je le montre. Je veux dire, dans un autre contexte, là, on a l'impression qu'on veut amener le spectateur, qu'il joue le rôle d'un voyeur, là, un peu. Est-ce que vous êtes choqué? D'un voyeur gratuit, pas d'un voyeur à l'intérieur d'une histoire, si vous voulez. On présente ça au début du film en disant, voilà, on vous montre ça pour essayer, si vous voulez, comme par exemple, dans un film policier, on va vous tuer quelqu'un avant le générique. C'est-à-dire, paf, on a un bonhomme qui marche dans la nuit, puis il reçoit un coup de couteau, puis générique, et puis après, vous voyez, c'est un peu une esbrouffe de début de film et de voyeur. Ça n'est pas, on ne connaît pas encore les personnages, on n'a pas vraiment envie de les voir faire l'amour, puisqu'on ne les connaît pas. Alors on voit deux corps qui le font d'une manière d'ailleurs très, comment dire, très stéréotypée, parce que les gens ne font pas tout à fait l'amour comme ça. Donc ça veut dire que déjà on dit aux gens, voilà comment il faut faire l'amour. On vous montre un film, il veut dire, si la femme ne crie pas, si le type ne fait pas certains gestes, c'est pas faire l'amour. Vous comprenez ? On leur donne une recette comme une recette de cuisine. Il faut faire comme ça. Est-ce que vous avez été choqué? Et on ne connaît pas les personnages. Alors, je ne suis pas choqué du tout. Non, mais est-ce que vous avez été choqué ou étonné par le fait qu'au moment de la libération des vidéos cassettes et autres, les gens soient d'abord intéressés aux films porno? Ben oui, parce que les gens, n'est-ce pas, toujours par cette histoire des saisons du plein, on y revient toujours. On a l'impression qu'ils ne savent pas le mode d'emploi. On dirait que c'est des gens qui ne savent pas faire des crêpes, par exemple. Ils ont l'air aussi étonnés, mais ils ont l'air étonnés, si vous voulez. Pour une chose aussi simple, ils ont besoin qu'on leur apprenne. C'est ça qui est hallucinant, je veux dire. Alors, si on n'a pas besoin de leur apprendre, pourquoi commencer un film avec des personnages qu'on ne connaît pas et les montrer dans cette position? D'ailleurs, on ne voit rien, ils sont frustrés par rapport à un film, parce qu'on ne voit ni l'organe sexuel, on ne voit pas vraiment l'acte cochon. On voit un truc, un tableau vivant, qui est un tableau presque de mime. C'est un mime. C'est mimé, la scène est mimée de loin. Donc, déjà, le réalisateur, si vous voulez, a honte de ce qu'il fait, puisqu'il ne s'approche pas. Moi, j'aurais carrément montré, je l'ai fait dans un film, un sexe d'homme pénétrant dans un sexe de femme. Je l'ai fait, moi, dans un film qui s'appelait L'ombre d'une chance. On le voit. Alors, pourquoi pas le montrer là? Pourquoi rester éloigné de ce truc-là? Parce que finalement, c'est brouillé, n'est-ce pas? On ne voit rien. Donc, on ne va pas jusqu'au bout. Alors, pourquoi commencer par ça? C'est pour ça, en dehors de ça, j'ai beaucoup d'admiration pour Benex. Et si je puis me permettre de faire cette réflexion, c'est que je suis plus vieux que lui et que je me permets de le juger à ce titre. Mais je veux dire, je ne veux pas du tout mettre en cause le succès du film. Mais je trouve que attirer les gens par ça, c'est un petit peu déloyal. Est-ce que vous aimez recevoir un prix de manière directe ou indirecte? Je suis ravi, si vous voulez, de ne jamais avoir été à Cannes en tant que candidat, car il faut, comme pour la Légion d'honneur,
demandé à être candidat, ce qui je trouve aberrant, n'est-ce pas? Et puis deuxièmement, eh bien, je n'ai jamais été nominé au César seulement par personne interposée. Donc je trouve, moi, que l'artiste, n'est-ce pas, si je suis un artiste, je ne sais pas si je suis un artiste, c'est les gens qui le diront dans 20 ou 30 ans, mais je vois mal Mozart ou Van Gogh, sans me prendre pour eux, à recevoir le 2e prix ou le 2e accessite. Vous savez, Louis Jouvet, qui était mon professeur, n'a jamais eu de prix au conservatoire. Ça a été vraiment le grand acteur. Et des condisciples à lui ont reçu des prix à l'époque et personne ne les connaît. Or, donner des prix à des artistes, c'est idiot, puisque on ne peut pas mesurer la qualité d'un artiste, finalement. On ne peut pas lui donner la place numéro 1, 2. On ne fait pas une course. Mais là, pourtant, c'est 2000 professionnels du milieu du cinéma qui vont voter pour leurs confrères, quelque part. Mais il y a quelque chose de faux là-dedans, parce que vous savez, les confrères ne s'aiment pas. Hein. Alors, donc, déjà, voter, il y a des gens qui me détestent, ils ne vont pas voter pour moi. Puis, si vous voulez, d'autres détestent d'autres. Donc, c'est finalement 300 ou 350 signatures qui donnent le prix. Parce que vous savez, il n'y a que jamais 2000 personnes dans notre métier. Il y a des abstentionnistes, comme dans les élections. Il reste donc 1500 bulletins. Et chaque troupe vote pour son film. Donc, si vous voulez, ça divise par 5, puisqu'il y a 5 nominés par catégorie. Finalement, si chaque producteur nominé arrive à réunir toute sa troupe autour de lui et même des copains supplémentaires, il peut très bien, avec 301 voix, emporter le César. Donc c'est idiot. C'est aussi idiot qu'un prix dans une école. Le type qui a le premier prix, parce qu'il a appris sa géographie par cœur, il a le premier prix de géographie. Et il ne sait même pas où, après, un an après, il ne sait même pas où se trouve, quelle est la capitale du Sénégal ou je ne sais pas quoi. Il ne sait plus rien, il a tout oublié. Donc, si vous voulez. Est-ce que vous, qui êtes metteur en scène, si une actrice remporte un César de la meilleure interprétation, est-ce que ça va vous encourager à l'engager? Non, au contraire, j'en avais une que j'aimais bien qui s'appelait Sabine Azéma. Elle a eu 2 Césars, je n'ai jamais engagé. Je veux dire, je trouve ce côté, si vous voulez, didactique de donner des prix. Moi, j'ai eu un prix, toi, tu n'as pas eu de prix. C'est pas un discours d'artiste, je veux dire. C'est pas un discours d'artiste. En plus, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Par exemple, Ben-Hur et les Saisons du plaisir se présentant à Cannes en même temps. Comment voulez-vous que j'ai une chance d'avoir un prix, même si mon film est meilleur? C'est idiot, c'est deux choses différentes. N'est-ce pas? Alors, on ne peut pas... Pourquoi donner le prix à mon film? Ou on le donnera à Ben-Hur parce que c'est la grosse production, je veux dire, de toute façon. Est-ce que les Oscars, ça vous paraît mieux fait, en revanche, qui sont les récompenses américaines? Les Oscars me paraissent un petit peu plus justes parce que les Américains, qui sont des hommes d'affaires, donnent leur prix aux meilleures recettes en général. Donc c'est très simple. Au fond, on devrait prendre notre film français, qui est notre organisme qui donne les recettes des films. Cette année, c'est Au revoir les enfants et Le Grand Chemin, 2 histoires d'enfants qui marchent toujours. D'ailleurs, les enfants, ça marche toujours. Ils sont en tête. Il n'y a qu'à leur filer le César 1 et le César 2. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas la peine de faire un concours pour ça. Et bien voilà, on est complètement éclairé sur toutes ces informations. Jean-Pierre Mocky, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, eh bien, on se retrouve vendredi prochain pour un autre bonsoir. En attendant, Eb Jensen, notre pianiste, va nous accompagner en musique pour le générique.